European 24 Swiss control, say altitude. European 24, Ces dernières années, en assez peu de temps finalement, on a perdu une génération de grands comédiens et comédiennes, autant en termes de talent que de qualité des films dans lesquels ils ont joué, ou de notoriété. C'est assez triste. En plus, dans le lot, il y en avait qui étaient encore actifs, même si on peut trouver un côté positif à cette dernière phrase, en se disant qu'au moins, des générations plus récentes de cinéastes étaient encore désireux de les faire tourner. Alors oui, des énormes figures du cinéma français, il nous en reste. Et là, je vous montre des images d'une génération qui a débuté au cinéma il y a plus de 50 ans, mais d'autres plus jeunes aussi. Mais peut-être parce qu'un certain pourcentage de gens de ma génération, et des plus jeunes encore, dédaignent les films de l'Hexagone, j'ai le sentiment que malgré une très belle génération de jeunes comédiens, quoi qu'on en dise, peu parviennent aujourd'hui à devenir connus auprès du grand public. Alors oui, on me dira, mais ça prend du temps de devenir célèbre. Alors certes, pour beaucoup, mais certains d'une ancienne génération, au contraire, ont percé très très vite. Mais donc, de nos jours, une des exceptions serait Pierre Ninet, un putain de bon acteur, que pas mal de monde, sans vraiment encore le repérer, avait dû découvrir en 2008 quand adolescent il jouait dans LOL. Oui bon, faut bien commencer quelque part, hein. Mais dont la notoriété a vraiment explosé en 2014 quand il a incarné le jeune Yves Saint Laurent dans le film du même nom, qui en plus choisit plutôt bien ses projets, aussi bien question qualité globale que futur succès en salle. Dans le très bon Sauver ou Périr, dont je parlerai peut-être un jour, il a même partagé l'affiche avec ma chouchoute, Anaïs de Moustier. De manière générale, de toute façon, je suis pour qu'Anaïs de Moustier fasse des trucs. Et vous l'avez déjà vu adolescente quand elle jouait dans une pub pour Blanco Vaniche ? La maison, c'est le chaos. Et la nappe. Un massacre. On a qu'à mettre de la javel. Je crois que tu devrais revenir au sujet. Oui, donc Pierre Ninet, que j'ai véritablement découvert en allant voir au cinéma le film de Yann Gozlan, Un homme idéal, en 2015. Film que je conseille et que j'aborderai peut-être bien un jour. Yann Gozlan, que j'ai longtemps appelé à tort Yann Gozlan, qui après plusieurs courts-métrages a sorti son premier film en 2010, le sympathique thriller Captif. 5 ans plus tard donc, il sort Un homme idéal, qui a un relatif succès. Son projet suivant, en revanche, Burnout, malgré un plutôt bon accueil, est un échec en nombre d'entrées. Le réalisateur se tourne alors vers un univers qui l'intéresse depuis longtemps, l'aviation. Il parlera même de fascination pour le monde de l'aviation civile. Germe alors l'idée de faire un film sur les boîtes noires, qui ont commencé à exister dans les avions dans les années 30. On entend à peu près toujours ce terme dans les médias dès qu'il y a une catastrophe aérienne, c'est l'occasion pour lui de briser le mythe et de tricoter une intrigue autour de ça. À commencer par le remplacement. Comme on parle beaucoup de ce qui se passe dans le cockpit, dans ce genre de cas, je pense qu'on est nombreux à s'être figuré naturellement qu'elles s'y trouvaient. Mais la plupart du temps, elles sont au contraire à l'arrière de l'avion, la partie d'ordinaire la moins endommagée d'un crash. Bullshit. Every day's a school day. Du coup, voilà, Yann Gozlan commence à écrire une histoire d'enquête autour d'un crash aux circonstances pas nettes, histoire encore nommée l'affaire Pégase. En la préparant, il découvre qu'existe le bureau d'enquête et d'analyse, le BEA, composé d'une 50aine de personnes qui enquêtent sur les accidents d'avion et entrent en contact avec eux. Bonne surprise, il lui ouvre leurs portes et il peut s'entretenir avec plusieurs personnes, leurs ingénieurs, des pilotes. Son but est d'évoquer les problématiques nées de l'hypertechnologie. Il n'écrit pas cette histoire seul après. Il écrit avec Nicolas Bouvet-Levrard, Jérémy Goez et Simon Monteroux. Ils accouchent d'une première version du script début 2018. Écriture qui, selon Simon Monteroux, sera un bonheur. En un sens, en écrivant un scénario traitant de la prise de pouvoir de la technologie sur l'humain dans le milieu de l'aviation civile, il devance l'actualité, car au printemps 2019, on a appris que le Boeing 737 MAX avait un dispositif où l'assistance au pilotage aurait supplanté le travail du pilote, ce qui a entraîné sa suspension de vol. Chose que le personnage principal soupçonne dans le film concernant un autre appareil. Tristement par contre, dans la réalité, ce serait la cause de 2 crashs. La structure du récit évolue beaucoup, passant au départ d'un film choral au point de vue d'un seul personnage. On découvre tout en même temps que lui et lui seul. Faut dire aussi que s'ils avaient dû engager une flopée de stars, la facture aurait grimpé. Or, le budget de ce thriller est déjà relativement important, un peu plus de 10 millions d'euros. Enfin important, ça se discute parce que malgré les effets spéciaux, les scènes compliquées, c'est un peu moins que Bienvenue chez les Ch'tis en son temps par je ne sais quelle magie vaudou. La version finale du scénar achevée, c'est maintenant l'heure de la phase casting, c'est bien ça. Ah, je suis fier de voir que vous suivez. Et nous retrouvons donc Pierre Ninet qui, comme je le disais, connaît déjà Yann Gozlan. Tout se recoupe, c'est merveilleux. Son personnage va même porter le même nom que dans Un homme idéal, Mathieu Vasseur. J'allais dire que c'était une sorte de nouveau François Pignon, mais Pierre Ninet a plutôt parlé d'une sorte d'Antoine Doinel du thriller. Effectivement, c'est pas le même genre de référence. Ninet qui apporte des idées lors des phases de préparation. Le scénar évoluera encore un peu concernant son personnage une fois choisi pour le rôle. Avec Gozlan, ils sont sur la même longueur d'onde. Ils veulent un personnage qui doute et à la fois obsessionnel. Pierre Ninet s'inspirera entre autres de Jake Gyllenhaal dans Zodiac. Mais dans le film, ses chefs sont là pour le ramener à la raison. Et pour ça, il y aura André Dussolier, déjà un habitué de mes vidéos. Il joue le patron du BEA, Philippe Régnier.
Personnage qui apprécie Mathieu, mais doit conserver un certain recul objectif et distancié sur ses capacités et ses convictions. Il a déjà commis des erreurs par le passé. Pour le personnage de la petite amie de Mathieu, Noémie, on retrouve Lou Delage, dont j'ai déjà un peu parlé sur cette chaîne aussi, avec son apparition dans Le Tournoi, qui a été parachuté sur le projet au dernier moment. Bah oui, après tout, on parle d'aviation, je m'adapte au niveau des termes. À une semaine du tournage seulement, la précédente actrice qui devait tenir ce rôle a quitté le projet. Lou Delage étant assez jeune et campant une femme forte et brillante, elle devait afficher une certaine autorité et pouvoir s'imposer dans un milieu très masculin. Yann Gozlan travaille pour lui donner un look plus froid, en plus de l'attitude assez peu chaleureuse de son personnage, et même qu'on puisse la soupçonner d'avoir commis des actes pas très catholiques. Le tournage de Boîte Noire, à ne pas confondre avec La Boîte Noire, un autre thriller sorti lui en 2005, démarre le 9 septembre 2019. Je n'ai pas trouvé la date de fin de tournage, mais il semble avoir échappé au Covid lors de cette phase. Ouf. Alors, il y a du tournage en studio, d'ailleurs ils vont filmer en partie dans les mêmes studios qu'Amour, à Épinay. Ils tourneront également en Bourget, sachant que le salon de l'aéronautique s'y déroule depuis plus d'un siècle. Là où en 1927 s'est posé le jeune Charles Lindbergh après sa traversée de l'Atlantique. Oui, les images que je prends, c'est ceux du film avec James Stewart où à 50 ans, il joue un homme de 25. C'est vrai que j'aurais pu trouver mieux. Mais bref, il tourne au Bourget où se tient le salon de l'aéronautique, et puis les locaux du BEA s'y trouvent aussi. Ah mais ça tombe bien. Quand on voit le bâtiment extérieur montré à l'écran, c'est à la fois celui du musée de l'espace et celui des bureaux du BEA. On ouvre donc avec un plan séquence lors du vol Paris-Dubaï. La caméra va passer en douceur du cockpit aux passagers pour pénétrer dans les entrailles de l'avion, à l'arrière de l'appareil, là où se trouve l'enregistreur de vol. En tant que spectateur, idéalement, on doit déjà être plongé dans le film et avoir tendance à oublier comme c'est le genre de plan qui demande une préparation millimétrée. Et oh, une seconde. Un passager regarde Burnout, le précédent film de Yann Gozlan. Clin d'œil, clin d'œil. L'avion se crache, le BEA doit donc décrypter sa boîte noire pour déterminer les causes de l'accident. Problème technique, comme le pensera très vite le personnage principal, simple accident, ou bien a-t-on entendu un... Monsieur, rasseyez-vous s'il vous plaît. On suit Mathieu Vasseur, un technicien rigoureux voire obsessionnel, à l'oreille absolue, qui est en charge de l'enquête. Oui, on peut faire la comparaison avec Conversation secrète de Francis Ford Coppola, film qui se déroule dans le milieu des écoutes. André Dussolier a déclaré avoir très vite pensé à ce film en lisant le script. Et c'est là qu'à la sortie du film, il y a un an, on a vu passer la télévision, sur internet, dans les magazines. Est-ce que c'est crédible techniquement ? Le film a beaucoup de détails techniques totalement obscurs aux profanes, est-ce réaliste ? Eh bien, généralement oui, grâce aux conseillers techniques très présents durant le film. Déjà, le BEA a accepté que l'ouverture de la boîte noire soit tournée dans ses locaux, c'est un détail sympa. Sinon, ils ont reconstitué leur laboratoire en studio de manière très fidèle à ceux du BEA. On a sacrifié quelques détails à l'efficacité du film, certes. Certaines choses qui prennent en réalité plusieurs heures, sinon un jour ou deux, semblent plus courtes durant le film. Alors oui, il y a des ellipses, mais clairement, c'est censé être le même jour, et à l'image, ça semble assez rapide. L'écoute des bandes est tout à fait crédible par contre, à part que le son est rarement aussi dégradé. Là où le scénario original, film choral, était plus crédible, c'est que, dans ces grosses affaires, le travail en équipe est primordial quand Mathieu la joue très perso, même si on lui en fait le reproche dans le film. Boîte Noire en tout cas, c'est une vraie plongée dans le monde de l'industrie aéronautique, pas seulement du BEA, les groupes industriels, les agences de certification, de quoi se poser des questions sur les lobbies, la transparence et l'indépendance de certaines branches du secteur, où tout le monde semble se connaître. Au-delà d'une enquête classique pour un agent du BEA et d'une enquête plus tortueuse idéale pour un thriller, le film, l'air de rien, soulève des problématiques très pertinentes et réalistes. J'aime l'esthétique de ce film aussi, et sa mise en scène élaborée. Bon, la photographie est froide, mais ça sied bien au ton du film, c'est désaturé, avec une prédominance d'un bleu froid. Le tout appuyé par un montage serré et par la musique électronique de Philippe Rombi. L'air de rien, vous avez dû entendre ses compositions dans des films. Il s'est occupé de plusieurs films populaires, et c'est également presque toujours lui qui compose les BO des films de François Ozon, depuis plus de 20 ans. La musique est souvent discrète, ce qui là encore est totalement raccord avec le film, mais il y a parfois quelques envolées lyriques. Et évidemment, le film est aussi une expérience sensorielle. À voir au cinéma avec un bon son, c'était très sympa. Naturellement, du coup, sans même forcément s'en rendre compte, dans la salle, on tend l'oreille, voir si on peut choper quelque chose, un petit truc que le voisin du fauteuil d'à côté n'aurait pas capté, pour avoir un temps d'avance sur lui, ou bien avoir l'illusion d'être aussi doué que le héros, pour notre petite satisfaction personnelle. Enfin, je dis héros, mais peut-on le qualifier comme ça ? Le personnage de Mathieu devient franchement obsessionnel sur ses théories et ses certitudes, malgré l'absence de preuves probantes, se demandant aussi si on n'aurait pas réussi à lui en cacher, au point d'inquiéter ses collègues et son entourage, et de franchir la limite de la légalité plusieurs fois. Sa théorie, à Mathieu, étant que les systèmes qui rendaient l'avion plus autonome étaient responsables de l'accident, un problème de gouverne plus précisément. Après tout, oui, l'avion est un objet connecté. Plus gros, plus perfectionné que les autres, oui, mais tout de même. L'époque veut ça, la digitalisation des avions est omniprésente, les cyberattaques sont prises très au sérieux par l'industrie. Les professionnels ont reconnu que ça pourrait devenir un problème dans le futur.
En un sens, si la théorie de Mathieu était la bonne, ça ferait de Boîte Noire un film d'anticipation. Et au cinéma, je dois dire qu'étrangement, j'ai douté de lui. Je dis étrangement car on pourrait se dire que dans ce genre de film, le personnage principal a forcément raison. C'est très rare, dans les fictions, qu'on suit un personnage qui se trompe sur toute la ligne, à part quelques-uns qui veulent faire un twist. Mais Boîte Noire est assez bien construit pour qu'on ait le doute. Mathieu est un personnage ambigu, c'est difficile d'avoir des certitudes sur la justesse de ce qu'il pense, mais aussi des certitudes sur lui. Parce que l'air de rien, il finit par être, comme on dit, complotiste, et ça aussi, ça serait dans l'air du temps. Les puissances dans l'ombre qui tiraient les ficelles, ça paraît assez caricatural, et s'il y a des incertitudes sur la version officielle, on peut également douter des siennes. Déjà car certains points, on les a fait entendre aux spectateurs. Monsieur, rasseyez-vous s'il vous plaît. Et puis, malgré les doutes légitimes, il semble également un peu trop se fier à son intuition. C'est vraiment l'attente dans le film. On rentre dans l'esprit de Mathieu, et tout n'est pas basé sur un strict point de vue objectif. Et... oui, c'est la zone spoiler. J'aurais jamais dû faire ce jingle à la bouche. Oui, Mathieu a raison. Alors ça, je pourrais ne pas en parler, même en zone spoiler, et le passer sous silence. Mais je suis un peu obligé de le faire parce que ça nous mène à la dernière scène, qui est en fait ma seule petite déception du film. On se croirait un peu dans les vieux films où la censure faisait que, non, le méchant doit être puni. Alors ce n'est pas forcément que je souhaite des fins morales, mais la toute fin est un peu trop caricaturale à mon goût. À savoir que Noémie, la petite amie de Mathieu, balance, lors d'une conférence de presse du grand méchant, un témoignage accablant. Et c'est une fin qu'on a finalement vue dans pas mal de films à diverses époques, et je les ai toujours trouvés assez peu crédibles. Je veux dire, vous avez souvent vu ça dans la réalité, le coup du... Non, on confond en direct et en public le grand méchant avec des preuves irréfutables. Non, ça se passe quasiment jamais comme ça. Non, ça fait un écueil de réalisme que je trouve un peu dommage. Sans non plus gâcher le film, loin de là. Oui, c'est la fin de la zone spoiler. Promis, je vous ferai plus jamais ce genre de coup. Après un bon accueil en août au Festival d'Angoulême, le film y recevant le prix du public, Boîte Noire sort donc le 8 septembre 2021, alors que le pass sanitaire est encore exigé pour aller en salle. Donc malgré tout, ça sent mauvais. Mais Studio Canal, qui le distribue, décide d'avancer la sortie d'octobre à septembre pour éviter une assez forte concurrence ce mois-là. Et c'est un bon mouvement, car le nombre d'entrées est un peu supérieur aux prévisions. Sans non plus faire exploser le box-office, il rencontre un certain succès, avec près d'1 200 000 entrées. On a dépassé les 800 000 estimés. Les critiques professionnelles étaient plutôt enthousiastes, le bouche-à-oreille a été bon, et par là, on peut aussi parler des réseaux sociaux. Il est également nommé pour 5 Césars et n'en remporte aucun. Ça c'est con. Ça reste selon moi un des meilleurs thrillers français de ces dernières années. Vraiment maîtrisé, bien interprété, dans un style qu'on n'a pas tant l'habitude de voir en France. Allez, on va le voir. Zou!